Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. On est 7 pour le moment. J'attends de voir si d'autres personnes arrivent rapidement et puis après on va démarrer. Alors, je crois que Marlène, hein, tu me confirmes, mais tu peux faire rentrer les gens. Moi, je ne verrai pas forcément les personnes qui arrivent. Ouais, très bien, tu peux démarrer. Et puis, si besoin, n'hésitez pas à poser des questions tout de suite dans la messagerie ou bien dans le canal dédié aux questions-réponses, voilà, comme le précise Marlène. Et si besoin, n'hésitez pas à les poser directement à l'oral, ça peut rendre la présentation plus dynamique, sachant qu'on va conserver 15 minutes pour des échanges en questions-réponses. Alors, du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est la décarbonation du transport dans le secteur agroalimentaire. Et pour cela, il y a un dispositif qui s'appelle Acte pas à pas qui permet de le faire. Et c'est ce qu'a fait notamment Vivalia avec Maria Corrales en pilote de projet. Et elle pourra nous en parler tout à l'heure. Donc, en ce qui me concerne, moi, je travaille pour EcoCO2. Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux de transition énergétique et écologique, notamment dans le domaine du transport. Et en 15 ans, EcoCO2 a accompagné 8500 entreprises et organisations publiques. Et on considère qu'il y a environ 5 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées, notamment dans le cadre du programme EVE, bien connu dans le domaine du transport logistique. Aujourd'hui, donc j'anime la réunion en compagnie de Maria Rios Corrales, qui est ma principale interlocutrice dans le cadre de l'accompagnement de Vivalia dans la réalisation de sa stratégie climat. Et Maria, je ne sais pas si tu veux dire un mot tout de suite, et sinon, tu Non, interviens tout à bonjour, l'heure. bonjour à tous, j'aurai l'occasion de notre tour d'expérience. Merci pour l'invitation, Jérôme et Cautionne. Alors, pour info, le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay. On a une session de questions-réponses tout à l'heure, vous pouvez les poser d'ores et déjà. Et bien sûr, on enverra le support du webinaire a posteriori. On va reprendre les principaux enjeux du secteur agroalimentaire pour voir à quel point c'est utile de mener une démarche dans ce domaine pour la décarbonation. Et pour faire cela, le plus utile, c'est de se rapprocher de l'ADEME pour mener un dispositif acte pas à pas qui peut être mené de manière individuelle ou collective. Et donc, l'enjeu, c'est de vous présenter tout ça, et notamment à la lumière du retour d'expérience de Vivalia, qu'on accompagne désormais depuis un peu plus d'un an. Alors, pour commencer, donc, on a choisi de repartir des derniers chiffres présentés par le Shift Project, qui est un think tank spécialisé dans la décarbonation et qui a publié en avril 2026 un gros travail sur un plan de transformation de l'économie française en faveur de la décarbonation, mais aussi en faveur de sa robustesse. Et les principaux chiffres qui apparaissent et qui sont à retenir aujourd'hui, c'est que le transport est le principal poste d'émission du pays, puisqu'il représente 37%. Et il y a bien sûr les voitures qui jouent un rôle important, mais les poids lourds et les utilitaires légers représentent quand même 12% des émissions. Donc c'est un poste vraiment très important.
Par ailleurs, l'agriculture, elle, représente environ 19% des émissions, et l'industrie agroalimentaire, dans toute sa partie transformation et fabrication d'aliments, représente environ 2% des émissions du pays. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du transport dans le secteur agroalimentaire, on touche à tout ça. Et donc, c'est un passionnant sujet quand on a envie de décarboner. Par ailleurs, la chaîne de valeur agro-agri, donc de l'exploitation agricole jusqu'au distributeur, euh, elle a des vulnérabilités, comme toutes les autres chaînes de valeur d'ailleurs, en lien avec le changement climatique. Mais celle de l'agro-agri est assez particulière. Donc là aussi, je m'appuie sur ce qu'a produit le Shift Project en 2024 dans un rapport dédié, parce que ça fait quand même référence et c'est assez consensuel. Euh, du point de vue de l'exploitation, il y a une dépendance aux énergies fossiles pour tous les engins et les machines. Et ensuite, il y a une dépendance aux intrants fossiles, notamment avec les engrais azotés. Et puis, il y a une dépendance aux intrants importés avec le phosphate. On en parle ces derniers jours, notamment en lien avec le sujet du cadmium dans l'économie, comment dire, dans l'alimentation française, des Français. Il y a une dépendance aux produits sanitaires, il y a une exposition renforcée aux aléas climatiques, et puis il y a une érosion de la diversité des plantes et des espèces. Donc ça, c'est des vraies vulnérabilités qui viennent euh, surenchérir le coût de production et donc le prix de vente des aliments. Et au bout de la chaîne, bah, les grossistes et les distributeurs, forcément, ils sont mis en tension par la répercussion de ces hausses de prix et de coûts, puisque eux-mêmes d'ailleurs en subissent une partie ou doivent intégrer des coûts, notamment sur le carburant. Et du coup, voilà, ça génère des vulnérabilités et le transporteur, lui, va se retrouver exposé à la fois à la réduction des marges de ses principaux clients et à la hausse de ses propres prix ou des prix du côté exploitant. Et donc, il se retrouve lui-même mis en situation de vulnérabilité importante. Donc, on est voilà, sur une vraie fragilité et qui est vraiment caractérisée ces jours-ci dans le contexte géopolitique. À l'inverse, des opportunités, puisque si on reprend le même schéma, l'exploitation agricole, elle peut transformer ses modèles de fertilisation de manière plus sobre et durable, notamment par l'azote organique, en cherchant à limiter le phosphate, par des pratiques d'élevage durable, par le renforcement des ancrages locaux, en lien avec tout ce qui est économie circulaire, par l'efficacité énergétique de ces procédés, par la production d'énergie, et donc peut devenir fournisseur d'énergie sur le biogaz, le biocarburant, l'agrivoltaïsme, et par ailleurs peut se mettre à stocker ou à renforcer le stockage du carbone qui existe déjà. Et ça peut fournir parfois un complément de revenu. De l'autre côté de la chaîne, le grossiste et le distributeur, lui, il peut financer et valoriser cette transition écologique par des compléments de financement et par des outils de traçabilité renforcée, ce que lui demande une partie de ses clients, ou la réglementation. Et donc, il va se retourner ensuite forcément vers notamment le transporteur. Il faut savoir que on parle du carbone, mais les autres enjeux, la pollution, l'eau, la biodiversité ou les déchets, qui sont des sujets assez importants, notamment pour la santé, vont avoir les mêmes sous-jacents, c'est-à-dire ont un peu les mêmes causes et les mêmes solutions en quelque sorte. Donc, quand on parle du carbone, finalement, on ne parle pas que du carbone. Et le transporteur, lui, ce qui est à prévoir, c'est que s'il a des exploitants performants du point de vue environnemental et des distributeurs et grossistes performants du point de vue environnemental, il est certain qu'il va devoir démontrer sa propre contribution sur ce genre de sujet. Et sur ce sujet, bah, la distance, le mode de transport, le mode d'énergie vont jouer un rôle non négligeable dans la performance carbone, dans l'intensité carbone d'un produit. Par ailleurs, il y a des exemples aujourd'hui dans plusieurs
domaines, mais j'ai retenu celui du transport à la voile, qui est désormais assez emblématique. Alors, pour des produits qui ont une valeur ajoutée importante, mais on voit qu'il y a il y a de l'espace et des attentes pour des récits un peu alternatifs sur la décarbonation positive. Et enfin, le programme Remove permet de travailler activement sur le report modal. Et là, il y a assez récemment, le programme a publié des petites vidéos sur notamment le transport de fruits et légumes pour montrer comment tout ça peut passer par du multimodal. Alors, ensuite, le, tout ça pour poser un point, c'est que le transporteur a un rôle à jouer dans l'amélioration du cycle de vie des produits alimentaires, dans la performance globale du point de vue environnemental. Euh, il y a plusieurs écolabels qui existent, mais si on n'en prend qu'un pour la démonstration, et on va s'appuyer sur le Planet Score aujourd'hui, parce que c'est une méthodologie qui est assez exhaustive et qui avance année après année, qui reprend le sujet du climat, de la biodiversité, des pesticides. Quand on décortique sa méthode, on peut voir que le mode de transport et la distance du transport jouent un rôle dans la notation dans ce label. Par exemple, évidemment, le transport en avion va être très pénalisant, et à l'inverse, les produits qu'on va considérer comme locaux, et si je ne me trompe pas, c'est moins de 300 km dans la méthode du Planet Score, eux vont au contraire bénéficier d'un bonus. Et d'ailleurs, bah, ça fait le lien avec ce que dira tout à l'heure Maria, parce que le maillage local de Vivalia lui permet voilà, d'avoir une approche sur le local qui est intéressante. Ensuite. Mais pour ces sujets-là, et parce qu'il y a une interaction très forte en fait entre chaque acteur de la chaîne de valeur, c'est important d'avoir une démarche sectorielle, c'est plus efficace. Et donc de chercher à agir collectivement. Donc d'une part pour comprendre les grands enjeux qui sont désormais assez bien partagés, mais qui ont une actualité renouvelée quand même sans cesse. Pour se coordonner sur quels sont les bons standards, quelles sont les bonnes manières de travailler et de partager de l'information voilà, pour être sûr de ne pas développer son petit truc tout seul dans son coin et de travailler avec voilà, à fixer des vrais standards qui parlent à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et puis ensuite pour agir sur des actions de décarbonation et ben, capitaliser au maximum sur les retours d'expérience des uns et des autres. Parce que là aussi, les technologies, les réglementations, les financements et les retours d'expérience évoluent sans cesse, et donc ça vaut vraiment le coup d'agir à plusieurs. Donc, du point de vue d'éco-CO2, et puis après Vivalia, Marianne nous donnera le sien, c'est que la démarche acte pas à pas est vraiment intéressante, puisque au-delà du diagnostic, qui est la comptabilité carbone, acte pas à pas va permettre d'enclencher la décarbonation, donc à la fois pour rester compétitif, pour réduire ses vulnérabilités, mais aussi pour potentiellement agir soit seul, soit de manière collective, et comment dire, et de le valoriser du mieux possible auprès de ses clients avant tout. Donc c'est une méthodologie de l'ADEME qui a été développée il y a déjà presque 10 ans, il me semble, qui vise à élaborer une trajectoire de réduction de ces émissions. Donc, in fine, tout revient à un graphique qui permet de projeter la réduction de ces émissions selon ces grands postes d'émissions, tout en ayant un plan d'action concret et en ayant décelé les risques dans le nouveau business model en quelque sorte, et mais aussi les opportunités qui peuvent en découler. Et évidemment, donc ça se raccroche aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone en France, aux accords de Paris à l'échelle internationale,
Et globalement, ça fait un lien efficace avec le standard SBTI, qui est le standard international dans le domaine. Et désormais, il y a plus de 1700 entreprises qui sont déjà engagées dans cette démarche. Donc, quelques stats données par l'ADEME, 80% d'entre elles ont modifié leur offre vers des produits et des services bas carbone. 66% d'entre elles ont identifié de nouvelles opportunités commerciales et financières. Et 85% d'entre elles ont pu mieux valoriser leur stratégie climat auprès des clients, des fournisseurs et du grand public. Et ça, c'est important parce que assez souvent, finalement, tout le travail mené dans le domaine reste l'apanage de quelques responsables métiers. Et c'est pas si simple que ça de l'étendre vers les forces commerciales de l'entreprise, en fait, qui peuvent réellement diffuser et valoriser le sujet. Quand on travaille avec cette méthode, il faut retenir qu'il y a 5 grandes étapes. La première étape vise à faire un diagnostic de la maturité de l'entreprise sur le sujet, avec un questionnaire objectif. La deuxième étape, ça vise à analyser les risques et les opportunités de l'entreprise face à ce sujet. Donc, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser. Et puis, ça fait le lien avec ce qu'on appelle la double matérialité quand on est concerné par la réglementation CSRD ou même par la VSME. Il y a un intérêt à se poser la question de savoir quels sont les questions, les enjeux les plus importants, les plus impactants euh, pour les traiter par ordre de priorité ensuite. Une fois qu'on a fait ça, après, donc là, globalement, on a vérifié un peu le diagnostic. Et ensuite, on va chercher à planifier donc une décarbonation en élaborant une vision, c'est la troisième étape, c'est-à-dire une ambition assez littéraire pour commencer, qui cherche à se représenter l'entreprise dans un monde bas carbone. Et la quatrième étape, la stratégie, va chercher à rajouter cette fois-ci des objectifs, à quantifier ses ambitions. On passe d'une vision littéraire à une stratégie lorsqu'on a mis des objectifs avec des dates. Et donc à ce moment-là, en fait, on a aussi finalement la trajectoire élaborée. Et une fois qu'on a cette ambitieuse planification, eh ben, l'idée, c'est de savoir comment on va la mettre en œuvre. Et donc, là, c'est la cinquième étape. Ça va consister à définir des actions quantifiées, qui sont budgétées, qui peuvent être menées dans un cadre de projet assez classique pour les entreprises, avec une date, un livrable, un responsable. Donc tout ça va durer entre 12 à 18 mois. L'ADEME recommande qu'il y ait entre 20 et 30 jours de conseils par un expert formé sur le sujet. Et il faut avoir réalisé un bilan GES de moins de 2 ans. Depuis moins de 2 ans. Donc ça, c'est un prérequis. Et alors ensuite, il y a la possibilité de partir seul ou bien de chercher à se raccrocher à un collectif. Et nous, chez EcoCO2, ça me paraissait particulièrement intéressant, d'une part parce qu'il y a l'expérience menée avec Vivalia qui nous paraît assez intéressante et sur laquelle Maria va revenir, et puis d'autre part parce qu'il y a des sujets sectoriels, ça peut être le transport dans l'agroalimentaire, ça peut être le transport dans le domaine des déchets, etc., où il y a quand même des questions très spécifiques au secteur et qui peuvent tout à fait se partager, parfois même entre concurrents, puisque ça permet d'établir des bonnes pratiques sectorielles, etc. Ça n'enlève pas spécialement la compétition, mais ça permet de bien en fixer les règles. Cette méthodologie, ACT, elle est adossée évidemment aux standards de référence. Donc à l'échelle mondiale, hein, il y a le SBTI, qui est le Science Based Target Initiative, qui est le standard international pour se fixer des objectifs de décarbonation quand on est une entreprise. Ça fonctionne sur
le standard de comptabilité carbone, c'est le GHG Protocol. Et ensuite, il y a d'autres grands standards, le Carbon Disclosure Project ou la Global Reporting Initiative, qui touche à la manière voilà, de détailler son reporting extra-financier, pas seulement carbone, mais en lien avec l'eau, la pollution, etc. Et globalement, Act est fait pour matcher avec tout ça. Donc quand on travaille sur Act, en fait, on avance aussi sur ces grands standards de référence. Enfin, le Act, bah, ça prépare efficacement donc à la mise en conformité liée à la CSRD, d'une part, pour les entreprises qui y sont encore soumises, mais aussi en lien avec le standard volontaire de la VSME, puisque de cette manière, on articule un plan de transition, on présente quels sont les risques climatiques et voilà, on affiche au final sa stratégie climatique. Et l'ADEME voilà, s'est rendu compte que ça avait une utilité de mener des actions collectives, qu'il y avait certaines dynamiques qui étaient à l'œuvre. Et donc, l'ADEME a publié un appel à projet jusqu'au 12 juin 2026 pour mener ce genre de projet voilà, sur tout type de collectif. Et évidemment, EcoCO2 se propose de rassembler des projets de ce type, notamment dans le domaine du transport et de la logistique. À ce moment-là, si on commence à se structure, va y avoir un porteur de projet. Donc, par exemple, le porteur de projet, ça peut être Vivalia, ça peut être à Marseille, c'est le réseau Team Henri Fabre qui agrège en fait plusieurs réseaux d'entreprises locaux. Ensuite, il faut un collectif d'au moins 10 entreprises, ça c'est un prérequis de l'ADEME. Et ensuite, il va y avoir à la fois un accompagnement individuel et puis un autre plus collectif. Donc il y a toute une approche one-to-one bilatérale et puis des moments plus multilatéraux. Et là, c'est quelques exemples de projets collectifs. Combien ça coûte donc, l'ADEME va préconiser un accompagnement entre 20 et 30 jours. Donc, globalement, un accompagnement qui va coûter entre 20 et 30 000 euros. Et ensuite, ce qu'elle explique, c'est que ce qu'elle met à disposition, c'est des subventions qui vont représenter jusqu'à 80% du coût de l'accompagnement pour les petites entreprises, jusqu'à 70% pour les moyennes entreprises et moins 60% pour les ETI et les grandes entreprises, donc à partir de 500 personnes. Et enfin, il y a une subvention complémentaire dans le cadre d'une animation collective qui ne s'applique là qu'au projet collectif. Donc, en gros, dans un projet collectif, on a un accompagnement individuel, mais en plus, on bénéficie d'une animation collective dans laquelle il y a du partage d'informations, de la valorisation de tout ordre, mais ce qui permet voilà, de diffuser son travail. Et donc, Maria, je te laisse la main. Dis-moi quand tu as besoin que je change les slides. Voilà. Oui, merci Jérôme, merci pour cette introduction et ces éléments. Là, ce que tu soulignes aussi à travers les études, que ce soit le Shift Project ou le Planet Score, en fait, c'est que la question de l'environnement, elle est depuis quelques années, je dirais, plus que cruciale, essentielle et puis même incontournable pour les entreprises. Donc, je vais vous parler de Vivalia un peu pour poser le contexte et ensuite comment s'est déroulé le montage et comment se déroule aujourd'hui aussi le projet. Donc, Vivalia, c'est un réseau national de grossistes alimentaires de proximité parce que nous avons au total 73 entreprises locales qui sont sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous sommes spécialistes dans la distribution, la sélection des fruits et légumes et des produits de la mer, au service donc des restaurations, enfin de la restauration collective, commerciale, et aussi parfois des intervenants comme la grande distribution ou des détaillants. Aujourd'hui, donc, nous avons mis en place cette démarche en fait qui s'inscrit dans le temps. Là, tu peux passer. Qui s'inscrit dans le temps. Elle est à la fois très technique, très structurante aussi.
et qui avait besoin à un moment donné donc d'une base. Et Jérôme l'a souligné tout à l'heure, il fallait l'évaluation de nos émissions effet de serre. Donc le bilan carbone a été effectué en 2023, ce qui nous a permis d'observer aussi quels étaient nos postes émissifs. Donc par rapport à notre métier, on a une grande partie sur les approvisionnements, une partie sur le transport, la logistique, et une partie aussi sur les infrastructures, donc la gestion du froid, etc., pour conserver nos produits. Donc, une fois qu'on a ce bilan carbone, la question se pose de savoir quelles sont les actions. Donc, il y a des actions qui sont préconisées dans ce cadre-là, mais comment on va plus loin et comment on peut se challenger aussi à travers un projet qui va être porteur pour l'ensemble du réseau. Donc, c'est une opération collective. Donc, on a décidé de se lancer avec l'accompagnement d'EcoCO2 dans ce montage du projet de Acte et de l'ADEME. Non, juste avant, tu peux rester sur l'autre. De l'ADEME en 2024. On a donc engagé l'ensemble de nos entreprises à travers 15 coordinateurs qui prennent en charge l'organisation et la coordination du projet dans leur entreprise. Et petit à petit, là aujourd'hui, nous sommes donc en 2026, on a avancé sur chaque étape avec une vision collective et partagée à l'ensemble du réseau, à l'ensemble de nos dirigeants. On a aujourd'hui entamé le travail sur la stratégie et le plan d'action vraiment concret. Quelles sont les actions qu'on va pouvoir dater et mener avec un cap fixé à 2050, donc en accord avec l'accord de Paris. Et donc, l'idée, justement, était il y a 3 points à retenir, qui sont, donc là, la slide suivante, c'est vraiment définir les rôles, que ce soit au niveau national, si vous avez une action collective, au niveau national et au niveau local. Pour nous, c'était de se dire comment on organise et on anime un collectif à travers des coordinateurs qui sont sur l'ensemble du territoire. Donc, on a un fonctionnement dit en commission, donc qui est assez classique de réunion avec plusieurs interlocuteurs, qui nous permet d'animer des sujets transverses et qui concernent l'ensemble de nos coopérateurs, de nos entreprises. Et ensuite, on a un peu de méthodologie bien précise et fine. Donc là, on échange assez, voire toutes les semaines avec Jérôme sur vraiment le pilotage de chaque tâche et de chaque adhérent. Donc, on se donne l'obligation vraiment de suivre ce planning-là à travers aussi une échelle de progression qui nous permet à la fois au niveau national de observer les niveaux d'avancement de chaque entreprise, de voir là où on a besoin d'appuyer un peu plus, d'accompagner, de personnaliser un peu plus l'accompagnement, que ce soit par Vivalia ou par EcoCO2. Et aussi, ça permet d'installer quelque part aussi une notion de challenge et de fédérer autour de ce projet pour que les entreprises qui sont peut-être les plus avancées, peut-être les plus matures, puissent tirer les autres vers le haut. Donc c'est vraiment dans cette construction, dans cette partie-là qu'on a voulu, c'est de se dire qu'on pouvait compter sur ceux qui étaient un petit peu plus matures sur le sujet climatique pour pouvoir entraîner les autres et ramener les autres vers aussi à leur échelle aussi une réalisation d'actions possibles pour améliorer leur bilan. Et on a donc une troisième partie qui est surtout l'accompagnement, et c'est là où le rôle d'EcoCO2 est très important, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet qui est très technique, qui demande aussi un savoir-faire sur la partie climatique et traitement de données. Donc, on avait besoin également de pouvoir traiter cette donnée-là et la transformer en plan d'action. Le dernier point qui est essentiel et que nous avons dès le départ on va dire, intégré dans le projet, c'est la gouvernance. L'ensemble de nos dirigeants sont déjà sensibles à cette question-là, mais ils sont aussi intégrés dans l'ensemble des étapes. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, travailler avec les consultants lors d'ateliers qui se font sur place, qui vont à la fois étudier, regarder avec les consultants aussi ce qui est possible de faire, les actions, quelles ressources on doit mettre en place, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible aussi. Donc, avoir la gouvernance à vos côtés, ça permet déjà d'avoir une orientation sereine et aussi de
pour les équipes, pouvoir les rassurer quant aux orientations voulues par leurs dirigeants. Je peux passer. C'est ça. Tac. Et donc, pour le fonctionnement concret, c'est vraiment un fonctionnement, on va dire, tripartite avec le pilotage national qui est fait par Vivalia avec une équipe qui est composée par la RSE, la qualité et la communication. On va revenir sur le sujet de la communication juste après. On a avec nous, on a nos directeurs généraux, dont le directeur général réseau qui est Olivier Fesneau-Fedel, qui du coup chapeaute ce projet et est aussi intégré lors des journées chez nos adhérents. Pour aller, par exemple, je vous donne un chiffre, dans l'étape 3 où on identifie l'ensemble des risques et des opportunités. Ça a été un travail assez colossal parce qu'on a énuméré avec nos collaborateurs plus de 800 risques et opportunités. Donc on a vraiment pu rassembler cela sous plusieurs critères. Il y a les aléas climatiques, il y a les changements politiques, les tensions économiques, etc. Mais c'est un travail qui a été mené à la fois avec les collaborateurs, qu'on appelle les contributeurs, là, sur la partie adhérents, qui a été fait avec les orientations et aussi le chef d'entreprise, donc son avis aussi pour venir en fait renforcer tout cela, et avec le coordinateur qui gère justement ce projet ACT pour chaque entreprise. Et en fait, on a à nos côtés l'équipe EcoCO2 et plusieurs consultants qui accompagnent les entreprises que nous avons du coup dispatché une équipe de trois consultants avec Jérôme. Je ne sais pas si tu veux intervenir vraiment sur le rôle Oui. individuel avec Bah, les entreprises. là-dessus, donc l'organisation que nous on a privilégiée, c'est on est 4 consultants en fait à accompagner Vivalia et les 15 adhérents, euh, les 15 entreprises en fait qui étaient prévues dans l'accompagnement. Du coup, il y a 3 collègues à moi qui supervisent chacun 5 adhérents, un groupe de 5 adhérents. Donc, ils ont des relations bilatérales et un accompagnement quasi chaque semaine, un échange quasi hebdomadaire avec chacun de ces adhérents, avec des visites sur place, etc. Et nous, du coup, l'équipe EcoCO2 à 4, on se réunit chaque semaine aussi pour faire le point sur les avancées chez ces 15 entreprises. Donc, en fait, on a une réunion d'équipe interne chaque semaine pour suivre l'avancée au sein des adhérents qui peuvent être très variables. Évidemment, il y a des contextes spécifiques. Et après, il y a une réunion hebdomadaire aussi avec Vivalia, on fait un point global sur l'avancement du réseau dans son ensemble. Donc c'est comme ça que ça se compose et c'est vrai que comment dire, c'est déjà pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à coordonner. Et je pense qu'un intérêt parfois, c'est d'avoir quand même les mêmes accompagnateurs sur les 10, 15 entreprises. Parce que s'il y a des approches différentes, ce qui est forcément le cas, je pense, quand il y a des différents professionnels, des consultants, euh, ça, c'est pas du tout impossible, mais ça complexifie encore un peu l'organisation, je pense. D'où l'importance justement de vraiment suivre le projet pas à pas finalement. En fait, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce projet s'appelle comme ça, mais c'est vraiment très très important les rôles, les tâches et le timing en fait alloué à ce projet qui est à la fois long mais qui est à la fois très court lorsqu'on a des entreprises qui sont très axées dans le terrain, qui sont aussi qui font face nous pour le coup à du flux tendu, à du produit frais, etc. Donc c'est des choses qu'il faut tenir, enfin qu'il faut prendre en compte lorsqu'on se lance dans ce projet-là, en fonction de la typologie des entreprises. Mais en tout cas, pour nous, c'était le challenge un petit peu le plus grand, c'était ça, c'était de pouvoir vraiment s'organiser et d'avoir vraiment le temps alloué. Et puis c'est une opération qui est pour l'instant réussie. Et justement sur les bénéfices, donc je vais passer sur cette partie-là, les points clés à retenir, c'est vraiment ce qu'on en ressort à ce stade-là.
c'est de l'innovation à travers voilà, des opportunités marché qu'on avait peut-être pas vues à un moment donné, mais qui sont ressorties aussi de l'intelligence aussi collective à travers les ateliers qu'on a pu proposer avec ACT. On a ce renforcement aussi dans les actions sur le côté proximité qui fait notre force aujourd'hui dans le territoire. Avec le Et là, ça rejoint aussi la réduction aussi des coûts parce qu'il faut pas oublier, on a aussi une entreprise, on a des collaborateurs, voilà, on a une responsabilité qui est là aussi. Donc, on va aller chercher aussi cette performance quelque part sur l'énergétique, sur la consommation. Donc ça, c'est aussi Act qui nous a permis de voir aussi ces choses-là qui étaient ou d'en sortir d'autres. On a et une partie qui vient pour nous aussi sur l'attractivité, puisque voilà, on a des collaborateurs qui sont très engagés dans le projet. On a aussi lancer des référents dans certaines entreprises. Voilà, ça permet aussi d'avoir une dynamique interne et de fédérer autour de ce projet-là qui peut paraître très technique au départ, qui finalement devient une occasion aussi de se rencontrer avec à la fois nos collaborateurs et nos parties prenantes. Et Passé. tac. Et donc voilà, pour conclure, comme je disais, c'est un projet qui est structurant, donc collectif, mais qui demande du temps. Donc, qui demande du temps parce que dans une opération collective, je pense qu'il y a plusieurs acteurs, enfin, il y a plusieurs acteurs avec des maturités différentes, avec des tailles différentes. Donc là, c'est l'importance du collectif, c'est de pouvoir mettre autour de la table des acteurs qui sont pour nous, qui ont uniquement un site, donc une seule entreprise, et des acteurs qui vont en avoir 20 ou 10. Donc ce n'est pas peut-être les mêmes enjeux, mais en tout cas, c'est pouvoir les mettre autour de la table et échanger. Ça, c'était pour nous très, très important dans cette opération collective. Et enfin, le dernier point nous, on aborde petit à petit dans les phases du projet, c'est la valorisation de ce projet à travers de la communication positive, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lorsqu'on fait des interviews, etc. Il faut en parler, il faut savoir valoriser les étapes de réalisation du projet, les étapes qui ont été réalisées par les équipes. Et aussi, ça peut permettre d'avoir des événements aussi autour de cette question-là, qui, encore une fois, peut paraître technique, mais qui finalement est fédératrice pour l'ensemble, nous, de notre réseau. Et un dernier point qui a été évoqué aussi par Jérôme, c'est ce côté sectoriel. Nous nous sommes rendus compte que quand on rédige, nous, notre vision, quand on a des ambitions, quand on fait un plan d'action sur plusieurs dizaines d'années, on se rend compte qu'on ne pourra pas le faire tout seul. On a besoin en fait de l'ensemble de la chaîne qui s'engage avec nous, mais aussi de nos confrères et aussi et, euh, et de l'ensemble aussi du politique. En fait, on peut atteindre nos objectifs que si on a une chaîne à s'engager sur la décarbonation. C'est ça. Et, et voilà, du coup, bah, on a une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Maria, là, pour ta présentation. Une dernière chose, on voit bien, là, il y a les coordinateurs et les coordinatrices, donc c'est vraiment les responsables opérationnels du projet au sein de chaque entreprise. Là, c'est une réunion de travail où on a un directeur général, des directeurs de sites, donc c'est des contributeurs extrêmement importants, un directeur commercial. Voilà, c'est des gens qui n'est pas évident de mobiliser, mais que Vivalia et les adhérents ont su mobiliser, donc ça, c'est extrêmement précieux. Et là, c'était un événement où on a des dirigeants qui prennent la parole, dirigeants actionnaires voilà, qui impulsent vraiment des ambitions fortes. Et donc là, c'est remarquable de la part de Vivalia d'avoir su impliquer voilà, trois niveaux de contributeurs différents. Euh, voilà. On en a fini pour
présentation. Et donc, le plus intéressant, à mon avis, désormais, c'est de répondre à d'éventuelles questions, euh, s'il y en a. Et, surtout, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et même s'il n'y en a pas maintenant, qu'il devait y en avoir plus tard, on y répondra également. Euh, S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire à ce stade. Ce qu'on peut éventuellement préciser, Maria, c'est que nous, notre accompagnement va se terminer à la fin du premier semestre 2026. Et à cette occasion-là, je pense que c'est là où vous recommuniquerez de nouveau de manière importante et en détail sur vos actions, etc., etc. Tout à fait, Euh, c'est vraiment enfin, après, encore une fois, Act, c'est pas une fin en soi non plus, ça lance vraiment je pense, ça lance un plan d'action sur plusieurs dizaines d'années, donc c'est là où c'est hmm, encore plus intéressant, on va dire, pour la suite. voilà. Euh, et par ailleurs, ben, je pense en avoir fait pas mal la publicité, mais le dernier rapport du Shift Project me semblait être vraiment intéressant et d'actualité là voilà, pour poser, quel que soit un peu son secteur d'activité, de repartir du diagnostic qui est fait là et des axes de progrès qui sont envisagés, des solutions en fait qui sont envisagées dans ce rapport de manière très générale, mais pour ensuite voir à quel point ça peut être appliqué dans son secteur et puis dans son organisation, avec ou sans l'aide d'un consultant dédié à ce sujet. Euh, Même si ça, ça, ça peut toujours être utile. Et s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que la, la décarbonation n'attend pas, donc à nous remettre tous au travail. Alors, tac. Voilà. Et merci à toi, Marlène, là, pour l'organisation de l'événement. Donc, écoutez, on restera disponible, et, en espérant que ça puisse être utile. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et merci, Maria.